Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Écho, le premier de ce mois sacré de Ramadan. L'occasion pour nous de regarder de plus près comment se porte et se comporte notre économie pendant ces 4 semaines où le rythme de travail est réduit, car ce n'est un secret pour personne. Les entreprises marocaines connaissent littéralement une période creuse pendant le Ramadan. Ramadan, c'est aussi là où nos habitudes de consommation sont littéralement chamboulées, mais où les prix des produits sur nos étals flambent comme par tradition. À la veille donc du mois de Ramadan, l'Office national de sécurité sanitaire et alimentaire intensifie les opérations de contrôle. Mais le Marocain est-il sûr de toute denrée qu'il consomme et surtout, qu'en est-il des prix? Pourquoi, à l'approche de chaque mois de Ramadan, les prix flambent sur les étals? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau ce soir Abdelghani Azi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef de la division contrôle des produits animaux au sein de l'ONSA, de l'Office national de sécurité sanitaire et alimentaire. Bienvenue à vous. Merci d'avoir invité l'ONSA d'être parmi vous sur ce plateau. Bienvenue. Également sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir mon confrère de la vie éco, Reda Harmak. Bonsoir. Bonsoir Khadija, Ramadan Moubarak aux téléspectateurs. Ramadan Moubarak à vous aussi et à nos téléspectateurs également. Et aussi pour parler de productivité pendant ce mois sacré de Ramadan, j'ai le plaisir de recevoir Amine Douiri. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable études et communication chez Inforisque et il est très très important de parler de la productivité de nos entreprises car, comme je viens de le dire, on produit moins et surtout on travaille moins. Oui, tout à fait. Effectivement, je dirais que le Ramadan peut se caractériser de deux façons, surconsommation d'un côté, sous-productivité de l'autre. Exactement. Et donc, l'impact est important au niveau des entreprises, mais de l'économie générale, de l'économie de manière générale. Justement, nous allons y revenir à cet aspect de consommation et des prix en deuxième partie d'émission, en compagnie du président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, M. Bouezar Rati, qui nous rejoint dans quelques minutes. Alors tout d'abord, nous allons commencer à parler économie de notre pays, comment notre économie est impactée par cette baisse de productivité, comme vient de le soulever Amine Douiri, et également, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces horaires qui sont réduits, la productivité certes baisse, est-ce que ça impacte, on va dire, le chiffre d'affaires de l'entreprise? Alors, vous posez une très bonne question parce qu'il y a deux aspects qui se posent. Il y a la question de la productivité, et là, clairement, la productivité baisse, ça c'est un secret pour personne. Les horaires de travail sont en horaire continu, c'est généralement du 9h, 15h, 16h. 15h, voilà, selon le ministère des administrations publiques. Oui. Maintenant, la question du chiffre d'affaires en tant que tel, je prendrai un exemple concret qui est celui par exemple d'Inforisque. Chez nous, clairement, on a un avantage, c'est que pendant cette période, nos interlocuteurs sont plus présents à leur bureau. Donc, on réussit à davantage les contacter et donc on réussit à faire du chiffre. Ça dépend de quelle heure, à quelle heure vous les appelez pour être C'est vrai joignable. qu'aujourd'hui, les rendez-vous, en tout cas pendant cette période, c'est plutôt entre 10h et midi pour la prise de rendez-vous. Mais on a nos interlocuteurs et donc ça permet de conclure plus facilement les deals et donc de faire du chiffre pendant cette période. Donc effectivement, les gens sont moins productifs, mais de l'autre côté, l'entreprise réussit quand même à s'en sortir. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tous les secteurs. Là, je parle d'un secteur spécifique qui est celui des services. Maintenant, il y a des secteurs qui sont clairement impactés par le Ramadan, des très connus, l'hôtellerie, la restauration. Le BTP également qui marche énormément au ralenti pendant cette période parce qu'il est quand même très difficile de travailler sous de fortes chaleurs et en période de jeûne. Donc effectivement, beaucoup de secteurs sont également touchés. Alors, en parlant de secteur et en parlant de chiffres, vous venez de l'évoquer, nous n'avons pas de chiffres officiels sur l'impact de Ramadan sur notre tissu économique, encore moins sur les entreprises. Je m'adresse à Reda Harmak, donc de la vie éco. On le sait, entre journalistes notamment spécialisés dans l'économie et la finance, le mois de Ramadan, c'est un peu plat et il y a très peu, que ce soit d'activités, de forums, de conférences, encore moins d'activités économique pure et dure. On le remarque. Oui, effectivement. Alors, vous parliez peut-être d'une étude qui, pour essayer un peu d'approcher cet impact du Ramadan sur un peu les indicateurs économiques, les agrégats, la situation de l'économie nationale, c'est effectivement une étude qui manque cruellement dans le paysage. Le HCP
je pense, donc au commissariat au plan, gagnerait vraiment à s'intéresser à la question, à essayer de l'approcher de manière scientifique. Mais, et de manière surtout entrepreneuriale, parce que effectivement, oui. le HCP fait des études sur l'impact sur l'inflation, la hausse des prix, en tout cas la consommation pure et dure, mais voilà. pas sur Je crois les qu'on aura entreprises. l'occasion d'en discuter en deuxième partie d'émission. Il y a effectivement un travail très intéressant qui est fait sur la dépense des ménages pendant le ramadan. Et voilà, pourquoi ne pas faire la même démarche précise, bien cadrée sur l'impact donc du ramadan. Ça manque cruellement, encore une fois. Amine Douiri. Je pense que là-dessus, ça va être quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'il y a quand même une grosse partie de l'économie du ramadan qui échappe à toute statistique. C'est l'informel. Quand vous allez trouver quelqu'un qui vous vend des produits de ramadan à la sauvette, même pas dans des boutiques, c'est quand même de l'argent qui échappe à l'économie nationale. Comment on va mesurer l'impact que ça a réel sur l'économie? C'est très difficile à mesurer. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a d'autres aspects qui peuvent être évalués. J'avais vu effectivement une étude qui avait été faite par des Jordaniens et relayée par la presse française qui parlait d'une baisse de l'économie nationale d'environ 20% et d'une baisse de productivité des salariés comprise entre moins 35 énorme, et moins 50. 20% sur un PIB quand même. On ne doit pas être très loin. Hein. Oui, non, je ne sais pas pense ce que vous en pensez. je pense qu'effectivement, on ne doit pas être très loin pour des raisons très simples. C'est que quand on parle de surconsommation, c'est-à-dire que d'un côté, on achète davantage, mais la production locale ne suffit pas, donc on importe, donc on creuse la balance commerciale avec un déficit qui est de plus en plus important. Donc évidemment, et puis il y a un aspect aussi investissement qui est plutôt en berne à ce moment-là. Donc tout ça pèse évidemment. Est-ce que ça a à voir avec la période de l'été, parce que justement Ramadan depuis quelques années coïncide avec cette période de l'été, où effectivement même si c'est en plein mois de décembre, eh bien la productivité baisse et notre balance commerciale se creuse pendant ce mois-ci? Non, je pense que c'est vraiment lié à la période de Ramadan. C'est-à-dire que la surconsommation est due à cette période-là. Donc l'impact sur l'économie est immédiat, quel que soit le mois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un autre problème qui fait que depuis quelques années, le Ramadan est couplé avec les vacances d'été, ce qui fait que réellement l'activité ne fonctionne à 100% que durant 9 mois sur 12. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, en effet. Vous avez évoqué quelque chose de très intéressant en ce qui concerne l'informel, et j'aimerais me tourner vers Abdelrani Azi, qui représente, je rappelle, l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire et alimentaire. On voit pendant ce mois-ci que beaucoup de personnes, enfin en tout cas tout citoyen lambda, s'autoproclament traiteurs, produisent des produits qui sont largement consommés. Je fais allusion à la shebekia ou en tout cas aux autres produits que l'on consomme sur la table du ftour. Est-ce qu'il y a un contrôle sur ce genre de produits de la part de l'ONSA, justement? Effectivement, il y a un contrôle de la part de l'ONSA pour l'ensemble des produits alimentaires, mais surtout pour le secteur organisé. Il faut d'abord qu'on différencie entre deux choses. Vous avez dit l'informel. L'informel, il échappe à tout contrôle. Et personne ne pourra vous dire qu'il y a un contrôle de l'informel parce que c'est un commerce qui s'installe. Mais qui est là. Enfin, je veux dire, le Marocain consomme. Il y a un contrôle. C'est pourquoi les départements ministériels se réunissent la veille de chaque mois de Ramadan, ou bien pour d'abord coordonner leurs efforts, pour coordonner leurs actions, pour contrôler les produits qui sont mis sur le commerce, et y compris les produits qui sont préparés dans les établissements qui sont agréés par l'ONSA, et aussi les produits importés officiellement, mais il y a aussi un commerce qui est informel à côté. Lorsqu'il y a le passage des commissions provinciales ou bien de contrôle, on saisit tous les produits qui ne répondent pas aux normes, les produits qui ne sont pas exposés dans les conditions de la chaîne de froid. Et donc, il y a des saisies, destruction de produits. Si je vous dis, par exemple, l'année passée, nous avons saisi plus de 300 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation. Et pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, juste pour le mois de Ramadan. Et nous avons fait plus de 800 prélèvements d'échantillons pour des produits douteux au niveau des points de vente. Et à côté de ces saisies et destruction de produits, on dresse des PV qu'on instruit et qu'on transmet au parquet. Mais aussi, le mois de Ramadan et pendant la période de contrôle, on sensibilise et le consommateur, et les producteurs, et les vendeurs pour qu'ils respectent le minimum
de respect d'hygiène et de conditions de bonnes pratiques. Et je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire que le contrôle fait par l'ONSA, ce n'est pas un contrôle limité au mois de Ramadan et au mois de l'été. Parce que, nous contrôlons durant toute l'année. Pourquoi c'est qu'à cette période-là qu'on a l'impression que le Marocain ne consomme que pendant Ramadan des produits alimentaires? Et c'est là où on voit, que ce soit dans les journaux télévisés, dans la presse en général, que ce soit l'ONSA, mais également le ministère des Affaires publiques qui rassure, on aura assez de nourriture pour tout le monde. On sait qu'on surconsomme, mais pourquoi pendant cette période-là en particulier? Je vous dis pourquoi l'ONSA rassure le consommateur et mobilise ses équipes pendant le mois de Ramadan. Parce que pendant le mois de Ramadan et pendant la saison estivale, il y a une forte demande d'un certain nombre de produits alimentaires, comme vous le savez, comme par exemple pour les produits certains produits végétaux, les jus, et pour les produits animaux, les produits laitiers, les viandes et tout. Ce sont des produits qu'on considère des produits à haut risque, et pour éviter aux consommateurs d'avoir des intoxications ou d'avoir des malaises suite à la consommation de produits dangereux ou bien des produits qui sont... S'il y a ce cas-là, que fait l'ONSA? S'il y a ce cas, normalement... M. Kharati de la Fédération des droits du consommateur va nous rejoindre dans quelques minutes, mais si effectivement il y a un cas d'intoxication, vous faites quoi? C'est très important. Lorsqu'il y a un cas d'intoxication alimentaire, d'abord, il y a une cellule de veille au niveau national qui est pilotée par le ministère de la Santé, et il y a des structures, des cellules de veille au niveau local, et automatiquement, suite à une intoxication alimentaire, il y a le déclenchement de l'enquête. On confisque le plat témoin, le plat qui a causé l'intoxication, on fait les prélèvements, et c'est la raison pour laquelle on va revenir vers l'informel et le formel. Si le produit consommé provient du formel, ça veut dire qu'on aura la traçabilité des produits. On peut remonter à la source, savoir est-ce que le produit il a été produit au niveau national ou bien c'est un produit qui n'a pas d'étiquette, qui n'a pas d'emballage. Et ça pose beaucoup de problèmes pour les services de contrôle. Là, on ne peut pas prendre de mesures. Si le produit il est tracé, c'est très important, c'est un confort pour le consommateur et pour le service de contrôle, parce qu'on peut remonter à la source, savoir exactement est-ce que c'est un produit qui a été produit dans des mauvaises conditions, parce que tous les opérateurs qui sont actuellement sur le marché national sont agréés par l'ONSA. Ils ont des plans d'autocontrôle. Chaque produit mis sur le marché, il doit au préalable être contrôlé, vérifier sa composition, vérifier sa salubrité avant de le mettre sur le marché. Ça se fait vraiment, je vous rassure, c'est ça. Oui. Vous parlez de traçabilité, on parle par exemple des dates. On sait que en tout cas les gros distributeurs font leur stock bien avant Ramadan. Et peut-être même des fois, pour certains qui ont peu de scrupules, si ce n'est aucun, n'hésite pas à coller une autre étiquette. Comment vous pouvez vérifier cela? Comment vérifiez-vous cela sur le terrain? Mais c'est ça la nouvelle approche de contrôle, madame. La nouvelle approche de contrôle se base sur la responsabilité de l'opérateur. Chaque opérateur, à date d'aujourd'hui, depuis la création de l'ONSA, il est responsable de ce qu'il détient comme produit alimentaire. Par exemple, vous parlez de dates. Les dates produits qui sont préemballés avec des étiquettes et conditionnés, déjà à l'origine, ils doivent provenir des établissements qui sont autorisés par l'ONSA. Lorsqu'on dit autorisé, ça veut dire qu'il y a un suivi, il y a un contrôle, et l'étiquette qui est mise sur la boîte, elle est contrôlée, elle est vérifiée par les services locaux, c'est le produit, il est produit au niveau local. Mais si le produit il est importé, c'est la même chose. Chaque importateur, avant d'importer n'importe quel produit alimentaire, il faut que le produit, d'abord, le pays d'origine soit connu. Il faut que les conditions de production dans le pays d'origine soient connues par les services de contrôle de l'ONSA. Et à l'importation, on fait un certain nombre de contrôles, dont les prélèvements d'échantillons pour analyse de laboratoire. Et chaque importateur aussi doit déclarer son entrepôt. On doit savoir l'entrepôt où la marchandise importée est entreposée. Et nous avons des services de contrôle qui font des programmes, des visites et de contrôle au niveau de terrain pour voir les entrepôts, pour voir les points de vente. Et donc, chaque fois qu'on retrouve des anomalies de traçabilité, on réagit et on agit sur le produit et on agit aussi avec l'opérateur pour sécuriser au maximum le consommateur. C'est pour cette raison que je voudrais quand même vous souligner qu'il y a un contrôle permanent le long de toute l'année et il y a l'ONSA, chaque fin de mois, il y a un bilan qui est publié sur la presse, sur la presse écrite et des fois, mais il est sur la presse audiovisuelle et on est très régulier
sur ce genre de choses pour rassurer au maximum le consommateur. Je reviendrai avec vous sur certains produits, notamment avec la présence de M. Kharati. J'aimerais faire réagir Reda Harmak. Alors le contrôle est effectivement important, mais je crois que finalement, le levier le plus intéressant pour dissuader un peu les fraudeurs, c'est la sanction. Donc, la sanction. La sanction, vous l'avez dit, il s'agit de dresser des PV qui sont donc, portés à la connaissance du procureur et qui doivent enclencher un peu des jugements devant les tribunaux. Là encore, en revenant sur les chiffres officiels qui sont publiés par l'ANSA, je crois qu'en 2016, vous avez dressé 800 PV, donc autant de dossiers qui ont été portés devant le procureur, mais ces 800 dossiers n'ont donné lieu qu'à seulement 87 affaires. C'est donc 10%, quoi. Voilà. Enfin, si mes chiffres sont bons, Inforist, oui, tout à super. On est autour de 10%. Alors, je ne sais pas comment un peu il faut lire ce score. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements, des insuffisances dans l'appareil? Il y a une autre problématique, c'est qu'on parlait du formel et de l'informel. La traçabilité ne concerne que les produits qui rentrent dans un circuit légal. Mais est-ce qu'on a des chiffres justement sur combien représente le formel? La difficulté, on a des chiffres sur l'informel de manière générale. Aujourd'hui, on parle des chiffres du HCP, 1,6 million, 1,7 million d'unités informelles. Ça, c'est un chiffre. Mais derrière, par exemple, quand on parle d'un produit basique comme l'œuf et que vous allez l'acheter chez votre épicier en face de chez vous, honnêtement, quand vous prenez l'œuf, il n'y a pas de date. Ça provient toujours d'une ferme quelconque. Et c'est la même chose pour tous les petits épiciers. Et on ne sait pas si la ferme elle est au Maroc voilà, ou ailleurs. Exactement. Et la question du contrôle se pose sur justement toutes ces unités informelles qui ne rentrent pas dans le process. Est-ce que l'épicerie est une unité formelle ou informelle? L'épicerie du quartier. Tout à fait. Je voudrais d'abord revenir sur la question qu'a posée le collègue concernant le chiffre. L'année dernière, en 2016, nous avons dressé plus de 2600 procès-verbaux qui ont été adressés au parquet. Et nos services de contrôle, par exemple, ils ont fait plus de 81 000 passages de contrôle. Donc, il y a un contrôle. Nous avons contrôlé plus de 2 millions de tonnes de produits alimentaires au niveau national. Donc, il y a un contrôle. Est-ce qu'ils aboutissent ou bien ils n'aboutissent pas? Ça ne rentre pas dans les compétences de l'ANSA. Est-ce que ça ne devrait pas? Ça devrait rentrer dans nos compétences. Vous êtes les spécialistes, non? C'est la raison pour laquelle nous travaillons à date d'aujourd'hui à revoir notre réglementation pour pouvoir donner plus de force aux services de contrôle de l'ANSA pour que, en plus des saisies, des sélections des produits qui sont reconnus impropres et le fait de dresser des PV, on va avoir la force d'arriver à la fermeture des boutiques et des points de vente qui ne sont pas autorisés et qui ne respectent pas les normes. Vous parlez des boutiques, est-ce qu'ils sont du formel ou bien de l'informel? Je parle vraiment des épiceries parce que tout le monde achète de l'épicerie du quartier. Est-ce que ces œufs-là sont contrôlés parce que ça reste un commerce de proximité et qui a sa patente, qui a, j'imagine, toutes ces autorisations? Tout à fait. À date d'aujourd'hui, les points de vente ils doivent être soumis à autorisation d'une commission tripartite composée de l'ANSA, du ministère de la Santé et du BMH qui relève de collectivités locales. Cette autorisation, normalement, chacun doit intervenir selon les domaines de compétences. Et pour nous, l'ANSA, on conçoit mal qu'actuellement, il y a des points de vente qui sont autorisés, mais il n'y a pas de cahier de charge. Parce que lorsqu'on donne l'autorisation à quelqu'un, on doit lui fixer des exigences. Par exemple, il faut que le fait de choler sa boutique une fois par an, le fait d'aller consulter le médecin au moins 2 fois par an, le fait de voir est-ce que les produits sont périmés ou bien ne sont pas périmés dans sa boutique pour pouvoir retirer les produits périmés. Donc il faut observer un certain nombre de règles. Actuellement, les boutiques, je pense, ils n'ont pas encore ce genre d'exigence. C'est avec la publication d'un futur arrêté, nous travaillons d'abord avec les collectivités locales, avec le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, pour faire publier un texte réglementaire qui va exiger les points de vente à être soumis à autorisation pour que l'épicier connaîtra d'abord les exigences auxquelles qu'il doit respecter. Parce que, comme vous voyez, lorsque un chauffeur brûle le feu rouge, on lui dit « vous avez fait comme une infraction parce qu'il ne devait pas le faire ». Maintenant, c'est la même chose. L'épicier doit connaître ses exigences et pour que lorsque nous allons le contrôler, on doit le contrôler sur la base des exigences de départ. Si c'est respecté, c'est bon. Si ce n'est pas respecté, on va retirer
l'autorisation et on va fermer la boutique. Et on doit aboutir à cela. S'agissant toujours de cadre institutionnel, il me semble que le Maroc, à la différence d'autres pays, pour tout ce qui est texte relatif aux produits alimentaires, on a des textes un peu spécifiques qui sont un peu éparpillés, on va dire, alors que d'autres pays ont opté pour, disons, un rassemblement de tous ces textes au niveau du Code de protection du consommateur. Alors, je ne sais pas si c'est finalement quelque chose de contraignant, si ça complique un peu la mission. En tout cas, les juges disent qu'ils s'y perdent un peu. Quand il s'agit de juger une affaire, donc se rapportant à des dysfonctionnements, ils s'y perdent. Effectivement, peut-être je ne suis pas totalement d'accord avec votre proposition, mais je voudrais vous dire une chose, c'est que l'ONSA actuellement, c'est considéré comme l'interlocuteur unique au niveau national et vis-à-vis de nos partenaires étrangers, comme l'interlocuteur unique en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Et tout l'arsenal juridique, parce que l'ONSA dispose d'un certain nombre d'arsenal juridiques et l'ensemble des textes qui couvrent l'ensemble des aspects et l'ensemble des produits alimentaires, en passant par les frontières, les laboratoires et les services de contrôle. L'ONSA, je vous dis une chose, c'est que l'ONSA, c'est l'un des rares services publics qui couvre l'ensemble du royaume. Nous avons plus de 79 services vétérinaires au niveau national, plus de 69 services de contrôle des produits végétaux au niveau national et nous avons plus de 13 postes d'inspection frontaliers et de 3 grandes directions de contrôle au niveau des frontières. Donc l'ONSA et son arsenal juridique actuellement lui permet de faire un certain nombre de travail pour rassurer au maximum le consommateur. Question du point de vente, il y a un travail qui se fait actuellement avec les départements concernés pour maîtriser et cerner mieux l'ensemble de la chaîne alimentaire. Départements concernés, donc on a cité le département de l'Intérieur, mais il y a aussi le département du Commerce. Et il y a aussi le ministère de la Santé. Les départements qui sont concernés directement par le contrôle des produits alimentaires, c'est le bureau municipal d'hygiène au niveau du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a un travail avec les douanes? Parce que vous parliez des points d'entrée. Oui, les points d'entrée, c'est très important. Vous soulevez une thématique intéressante parce que lorsqu'on parle de contrôle officiel, à l'importation, aucun produit n'échappe au contrôle parce qu'il doit passer obligatoirement par les services de douane. Et les services de douane les services de douane ne laissent aucun produit accéder au marché s'ils n'ont pas l'autorisation des services de contrôle de l'ONSA. Et ça, c'est très important de le souligner parce que tous les produits importés par la voie officielle subissent un contrôle très rigoureux. Je vous dis pourquoi. Est-ce que même dans les ports, je veux dire, quand on importe des dates, enfin, je veux dire, peut-être que même comme pour le textile, on en avait parlé sur ce même plateau, comme pour le textile, il suffit de changer une étiquette. Le douanier n'est pas spécialiste non plus. Mais les services de contrôle de l'ONSA, ils sont là, madame. Parce que je vous disais tout à l'heure, chaque denrée alimentaire doit rentrer avec des documents. Lorsqu'on parle de documents, il y a des documents officiels qui sont délivrés par le pays d'origine. Et ces documents officiels, ils attestent un certain nombre de données sur les produits qui sont importés. On parle de contrôle documentaire pour voir est-ce que d'abord les documents qui accompagnent le produit à l'importation, est-ce qu'exactement sont les produits selon lesquels l'ONSA ou bien les autorités marocaines se sont mis d'accord avec le pays exportateur. Deuxième niveau, on parle de contrôle d'identité. On voit est-ce que les documents correspondent bien aux produits importés. Et le troisième niveau de contrôle, c'est le contrôle physique, ça veut dire on touche au produit, on fait des prélèvements, on peut faire les investigations analytiques, et ce n'est que lorsque les résultats de contrôle se révèlent favorables que le produit peut accéder au marché. Nous allons continuer cette discussion et ce débat très intéressant sur ce que l'on consomme pendant Ramadan, mais également sur l'état de notre économie, juste après cette pause. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue à cette deuxième partie de l'Hebdo Éco que nous consacrons aujourd'hui à l'impact économique de ce mois sacré de Ramadan. Nous a rejoint sur le plateau Zakhrati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération des droits du consommateur marocain et qui compte une cinquantaine d'associations. 58 exactement. 58 associations partout au Maroc. Avant la
pause, nous évoquions ce point très important des produits que l'on consomme et en l'occurrence de la qualité des produits que l'on consomme. J'aimerais soulever un point avec vous justement. On parlait de formel et d'informel. Il y a beaucoup de points de vente informels ou du moins qui pullulent pendant ce mois de Ramadan. Qu'est-ce qui se passe pour le consommateur s'il est lésé? Effectivement, vous avez utilisé un mot juste à sa place, c'est la pullulation. Oui. C'est-à-dire qu'en plus, au cours de l'année, il y a une pullulation donc des points de vente et de l'informel. Au mois de Ramadan, il y a une métamorphose de certains commerces. Vous voyez donc un cycliste qui devient un vendeur de shbakia et autres. Oui. Donc, alors, nous, en tant que consommateurs, on ne sait pas à quel sens se vouer. Chez qui il faut consommer. Et lorsqu'on regarde les chiffres de plus près, on constate que pour le consommateur marocain, presque 60% des produits alimentaires qui sont achetés dans l'informel. C'est énorme. Et c'est énorme. 60%. Vous ne trouvez pas un quartier... Imaginez ce qui échappe à l'économie réelle. Oui, effectivement, il y a un brassage énorme d'argent et malheureusement qui échappe au fisc, en premier lieu, qui échappe au contrôle et qui touche la santé des consommateurs. J'aimerais soulever ce point en parlant d'informel, parce qu'on disait que chaque produit qui est importé, il est soumis à une réglementation très stricte. Oui. Je vais parler de poissons avec vous. Et c'est très important parce que l'on consomme beaucoup de poissons pendant Ramadan. Le mois de Ramadan. Plus que malheureusement, dans les nous autres... avons deux côtes très larges, très poissonneuses. Et le Marocain n'en profite pas. Mais on consomme du poisson qu'on importe. Je parle de poissons asiatiques, je parle de crevettes chinoises. La contradiction, c'est que nous exportons vers l'Europe et nous importons des pays asiatiques. Est-ce que cette qualité, elle est bonne? Est-ce que la qualité de ces produits Pour est les bonne? crevettes, vous avez parlé des crevettes. Oui. Les crevettes, c'est un produit d'élevage. Il faut bien le souligner. Mais tout ce qui passe par le secteur formel, il est contrôlé par l'ONSA. Nous pouvons en témoigner. Mais tout ce qui passe... la qualité. La qualité et la sécurité. La qualité et la sécurité. Mais il y a une différence entre les deux, messieurs. Oui, et je vais bien la préciser. C'est-à-dire que nous avons deux départements actuellement au Maroc. Vous avez le département de l'agriculture, donc l'ONSA est l'organe régalien pour le contrôle, et vous avez le ministère du Commerce et de l'Industrie qui a une direction de la qualité. Donc, direction de la qualité, normalement, il doit s'occuper de tout ce qui est qualité. Mais étant donné que cette direction se trouve au sein du ministère du Commerce et d'Industrie, il s'occupe de la qualité des produits industriels. Le ministère de l'Agriculture, avant 2010, avant la création de l'ONSA, il y avait une direction de la répression des fraudes. Donc, qui dit fraude, dit qualité. Parce que la fraude, elle est avant tout économique. On peut avoir du lait. Si on ajoute de l'eau potable, il ne touche en rien à la santé de l'homme. Mais si on ajoute, mais au point de vue économique, vous avez la fraude, vous allez vendre de l'eau à un consommateur. C'est pour cela qu'en France, malheureusement, toujours on se réfère à la France, d'ailleurs on parle français, c'est la fraude, tout ce qui est contrôle de fraude, relève du ministère des Finances. Et c'est logique. Oui. C'est tout à fait logique. Et pour le lait raté, on contrôle pour la qualité, par exemple, la qualité du lait. S'il y a des fraudes, il y a un contrôle. Nous avons des plans au niveau national. J'ai donné comme exemple. Nous avons un plan national de contrôle de tous les produits alimentaires. Et Raté, peut-être, il le sait. Et vous collaborez, j'imagine, on collabore étroitement. Tout à fait, avec l'ONSA. Il y a un contrôle de la qualité. C'est un produit qui ne respecte pas les qualités telles qu'elles sont fixées par la réglementation. On applique la loi de la répression des fraudes, comme il vient de le dire Raté, et on dresse des PV, on intervient. Donc il y a un contrôle de la qualité marchande du produit tel qu'il est réglementé. Par exemple, pour le lait, s'il y a une fraude sur le lait par l'ajout, par exemple, de l'eau ou bien par n'importe quelle fraude, on intervient. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, je profite de l'occasion d'inviter le consommateur à toujours s'approvisionner des produits laitiers qui suivent le circuit formel, qui passent par la transformation
au niveau des établissements et qui sont commercialisés dans le respect de la chaîne de froid, sur le circuit qui est le mieux maîtrisé et qui est le respect le mieux contrôlé. Des branches, le frigo. C'est comme inviter les consommateurs à aller dans la grande distribution, clairement, parce que la petite distribution, aujourd'hui, elle ne respecte pas cette chaîne de froid. D'ailleurs, j'ai parlé du ministère du Commerce, parce que je reviens là, en 2010. Avant 2010, il y avait une direction du commerce intérieur au sein de ce département. Maintenant, il a disparu. Et maintenant, il y a une anarchie totale concernant la distribution. Oui. Il est illogique de voir un produit provenir d'Agadir, se vendre à Casablanca et revenir à Agadir. Vous voyez le coût. Oui. Donc, va supporter le consommateur. C'est pour cela, nous, en tant que fédération, nous avons demandé, nous le demandons toujours, c'est que chaque région, nous avons 12 régions au Royaume, donc chaque région ait donc, sa plateforme de distribution. Pourquoi? Ça ouvre aussi la voie aux intermédiaires entre les grossistes et... Ça limite lorsqu'on a non, des... je veux dire, oui, voilà. cette anarchie... Cette anarchie, parce qu'actuellement, il y a une anarchie dont les pots cassés sont payés malheureusement par le consommateur, et ceux qui en profitent, c'est donc les marchands, qu'on dit ambulant, qu'on dit secteur informel. Au contraire, c'est un secteur très formel. En interne, il est bien organisé. Vous ne pouvez jamais aller vendre dans une rue votre marchandise, parce que les carreaux sont distribués, il y a une hiérarchie, et tout est connu. C'est-à-dire les autorités locales, ils savent ce qui se passe. Le malheur, c'est que nous avons toujours un problème d'un rapport. C'est ce que j'appelle souvent le S sur S. Le S sanitaire sur le S social. Et tant que le S social, nous demandons que le S social et le S sanitaire soient égal à 1, l'équilibre. Mais malheureusement, le S social prime et par conséquent, le rapport diminue. Et c'est au dépend de la santé du consommateur et le prix à payer. Ce n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, c'est la santé du citoyen. Dans tous les cas, c'est pourquoi, lors de chaque passage des services de contrôle de l'ONSA, on saisit les produits qui sont commercialisés dans le circuit informel et on dresse des PV. Par exemple, en 2016, nous avons saisi plus de 4000 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation. Donc 300 tonnes, si ma mémoire est bonne. Vous évoquiez 300 tonnes de produits qui ont été tout à fait. En tout cas saisis dans le circuit formel. Tout à fait. 4000 sur le circuit informel, c'est dire la quantité quand même. Oui, c'est des produits saisis parce qu'ils sont commercialisés sans le respect de la chaîne de froid, ou bien c'est des produits d'origine inconnue. Attention. Et c'est surtout pour protéger au maximum le consommateur. Lorsque vous dites qu'ils ont saisi dans le secteur informel, ça veut dire qu'il y a contrôle du circuit informel. Alors, il n'y a pas de contrôle dans le circuit informel. Non, lorsqu'il y a un passage en commission mixte, parce que la commission mixte locale... Excusez-moi, je reviens. Les commissions mixtes, ils ne contrôlent que les lieux, le secteur organisé. Jotia, le Ferracha, ils ne sont pas passibles du contrôle et il pourrait le dire. Oui. Et c'est ça le grand problème. Et puisque 60% des produits alimentaires y passent, donc le consommateur n'est pas protégé. Il faut trouver une solution. Oui. Parce que si le consommateur est lésé, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Mais je voudrais juste aussi peut-être rectifier une chose, c'est que lors du mois de Ramadan, bien la saison estivale, au niveau local à Sibazan, il y a toujours un contrôle renforcé et la commission mixte touche à tous les secteurs, y compris l'informel. Par exemple, pour l'ONSA, il a un avis sur l'informel. Lorsqu'il trouve un produit dans l'informel, lorsqu'il est devant la commission, pour nous, l'ONSA, ce sont des produits dangereux qu'il faut saisir et retirer du marché. Amine Diouri, peut-être que vous vouliez réagir sur ce qui vient d'être dit. Non, moi j'écoute en tant que consommateur justement avec grand intérêt ce que je ne savais pas nécessairement. Maintenant, il est vrai qu'on parle beaucoup de contrôle, de sanctions, mais moi, ce que je vois de tous les jours, c'est des unités informelles qui pullulent justement, qui vendent leurs produits de manière régulière. Il ne faut pas attendre le Ramadan justement pour accroître ces contrôles. Et je me rends compte que, il n'y a pas réellement de sanctions. Je ne les vois pas disparaître, par exemple. Je vois augmenter leur nombre en volume, et c'est un vrai problème. Ça, autrement, l'ONSA, il contrôle tout ce qui est formel. Tout ce qui est formel, ça c'est sûr, il est contrôlé. Mais lorsqu'il y a des commissions mixtes... Ah voilà, c'est ça. Très bonne question de mon confrère Reda Harba. Quand c'est informel, ça relève de qui? L'informel se divise en deux. Vous avez l'informel tel que les inutiles qui travaillent dans l'informel, lorsqu'ils sont découvertes, donc c'est l'ONSA qui doit intervenir. Donc il doit sanctionner.
Il a le pouvoir régalien, il doit sanctionner. Mais l'informel au niveau des points de vente, normalement, ça relève des autorités locales parce que personne ne doit commercer en dehors des locaux qui sont définis à cette fonction. Et d'ailleurs, les conseils communaux, ils donnent par la police administrative, ils donnent les autorisations d'exercer. Et celui qui vont donc sur un trottoir ou dans une jotia, et donc il travaille dans l'informel. Qui se transforment en pâtisserie pendant le mois de Ramadan. C'est la mutation que j'ai dit. Le problème, c'est qu'on voit que depuis des années, les unités informelles, le nombre augmente de manière considérable. On voit que de plus en plus d'entreprises préfèrent quitter le formel justement à cause des questions de fiscalité pour devenir informelles, justement essayer d'échapper au radar de la DGI. Donc on a de plus en plus... Parce que le cadre législatif et réglementaire ne touche pas beaucoup au niveau du point de vente. Et actuellement, beaucoup, si vous voyez de l'informel qui se développe, c'est parce qu'il n'y a pas un texte qui fixe les exigences sanitaires auxquelles doivent répondre les points de vente. Et c'est un texte qui est prévu par la loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et sur lequel travaille actuellement avec les départements concernés pour que normalement ce texte voit le jour. Et une fois le texte verra le jour, on aura par exemple des points de vente qui ne peuvent s'ouvrir, qui ne peuvent commencer leur activité que lorsqu'ils seront autorisés suite à une visite d'une commission mixte composée par des services techniques représentant l'ONSA, le ministère de la Santé et le bureau municipal d'hygiène. Ça, c'est très important. Actuellement, nous sommes le consommateur, il doit attendre jusqu'à la formation de cette commission. Enfin, en tout cas, déjà la loi et par la suite la je vais vous dire, madame, si vous le permettez... C'est chaque année qu'on parle de ça. Ça va être vraiment très difficile. Et je vais donner l'exemple de l'ONSA. Quand l'ONSA, il voulait faire connaître le nombre de boulangeries qu'il y a au Maroc. Oui. Donc, ils ont essayé uniquement pour connaître le nombre. Vous savez, il y avait une levée de bouclier de la part de 4 ministères qui sont intervenus sur le directeur de l'ONSA pour arrêter uniquement cette enquête. Ce n'était pas le contrôle, uniquement pour connaître. C'est pour ça qu'on manque de chiffres. On parlait d'un manque d'activité pendant Ramadan. On ne peut rien faire dans la protection des consommateurs sans la participation de 4 opérateurs. Le premier opérateur, donc, c'est l'opérateur économique. C'est le professionnel. Il doit être conscient que le consommateur marocain doit être protégé. Le deuxième élément, c'est l'administration. L'administration doit être plus forte que l'opérateur. Dans le cas inverse, il ne va rien faire. C'est question de rapport de force. Malgré qu'il y ait les lois, il ne faut pas qu'il y ait de coups de téléphone ni d'intervention. Il faut que les administrations... Volonté politique. Oui, volonté politique. Il faut que les administrations telles que l'ONSA doivent travailler librement, comme travaillent librement les institutions similaires dans d'autres pays. Troisièmement, il y a le consommateur. Le consommateur lui-même qui va acheter donc les denrées alimentaires telles que les fromages, le lait, les poissons, les viandes dans les jotias, sachant bien qu'ils ne respectent pas la température adéquate. Ça coûte moins cher, monsieur Khalati. Je vais vous parler du coût. Non, non, question de prix. Attendez, madame, c'est pas question de prix. C'est pas question de prix. Il faut que le consommateur sache en achetant, parce qu'il va payer plus en allant chez le médecin. Oui, mais ceci étant dit, que je termine. Il y a le quatrième on s'arrête sur ce point. Oui, il y a le quatrième élément qui est très important. Et on ne peut pas faire de protection de consommateur sans le quatrième élément. Lequel? C'est vous, madame. Tout à fait, oui. C'est la presse. D'où cette émission ce soir. Voilà. Tout à fait. Donc vous avez réalisé ce que nous souhaitons. Et notre souhait, c'est avoir un ministère de consommation. Un ministère de la consommation. Ah oui, un ministère de la consommation. Vous ne trouvez pas qu'on a assez de ministères là? Non, c'est un ministère qui va grouper plusieurs ministères. Et nous n'allons pas faire l'exception parce qu'il y a d'autres pays qui ont le ministère de la consommation. Il y a même certains pays qui ont le ministère pour la défense du consommateur. Oui. Donc, ne restons pas les bras croisés en attendant Godot. Donc, il faut y travailler. Très bien. J'aimerais surrater brièvement pour qu'on passe à ce point très important. Tout à fait. Juste un petit mot pour vous dire que nous misons beaucoup sur l'association de consommateurs pour quand même que le consommateur soit sensibilisé au maximum. Parce que ce qu'il disait Khalati est très important. Parce qu'on ne peut pas actuellement, dans le contexte actuel,
si le consommateur n'est pas averti, si le consommateur ne choisit pas son point de vente, parce qu'on ne peut pas mettre un service de contrôle ou bien un contrôleur devant chaque boutique. Le consommateur doit être exigeant, il doit éviter les produits à bas prix, il faut qu'il s'assure que le produit il est bien conservé, il faut qu'il s'approvisionne auprès d'un point de vente qui est fixe, éviter les points mobiles, c'est très important. Mais c'est trop demandé aux consommateurs aussi. C'est avec vous, madame, c'est avec la presse aussi, comme disait Serraté. Oui, au-delà de cela, je veux dire, il faut sensibiliser on demande au aux consommateurs maximum. de faire tout cela. En attendant on a des instances de contrôle. Il y a un contrôle. Des pouvoirs publics qui est un minimum qui est garanti. Et qui garantissent, exactement. Les instances de contrôle, ce n'est pas assez. Le consommateur est là, il doit être averti, et pour qu'il soit averti, il faut que la télévision joue son rôle. Très bien. Alors, on va parler pour le consommateur, mais au-delà de la qualité, et un point qui le touche tout autant et tout aussi important, celui du prix. On remarque aujourd'hui que... Vous l'avez abordé, un ou deux jours avant Ramadan, c'était avant que les prix de certains produits explosaient, littéralement. Maintenant, on remarque que l'indice des prix à la consommation du HCP, en tout cas pour le mois d'avril, c'est-à-dire un peu plus d'un mois avant le début du Ramadan, eh bien, il y a une légère inflation, il y a une hausse des prix, notamment sur les fruits et les légumes. Et on n'a pas vraiment de chiffres récents. Peut-être qu'en 2016, on a des chiffres, Reda, sur la consommation. Cette question d'inflation sur des produits alimentaires, on peut l'approcher effectivement à travers des données intéressantes qui sont donc élaborées chaque année par le HCP, donc la dépense alimentaire. Oui. Et ces chiffres, d'après ce qu'on voit en 2016, le panier alimentaire moyen du Marocain a augmenté de 37% pendant la période du Ramadan. Donc la dépense alimentaire augmente du tiers. Pourquoi Pendant le Ramadan. Pourquoi ça, c'est ce qui viendra après. Mais il est aussi intéressant peut-être de détailler ce panier. Sûr. Vous avez vraiment des progressions records. Fruits et légumes, plus de 163%. Combien ? 163%. Le lait, 47%, viande, 35%. Et bon, on ne retient que quelques progressions. Effectivement, la question se pose. Pourquoi ça peut s'expliquer par une simple question de quantité. On consomme plus, on achète plus de produits, mais il y a aussi que les prix augmentent. Et là, la question qui suit, c'est est-ce que ces prix augmentent juste du fait par la demande, une application de la loi offre-demande, ou est-ce qu'on peut se poser la question, il y a des mécanismes un peu qui font qu'il y a des dysfonctionnements dans cette détermination de prix. Alors, c'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose, et vu que nous n'avons pas beaucoup de temps pour détailler en tout cas plus de produits, pourquoi aujourd'hui, M. Kharati, pendant des années, vous soulevez ce point, vous-même vous l'avez soulevé sur plusieurs médias, il y a une hausse flagrante et vraiment impressionnante. On parle de 163%, c'est quand même énorme. C'est les énorme. fruits et légumes, nous sommes un pays qui produit ses fruits et ses légumes. Oui. Pourquoi aujourd'hui, juste après Ramadan, les prix vont redevenir normaux? Oui, et il y a ce qu'on appelle, nous, le phénomène, la fièvre des achats pour Ramadan. Il y a plusieurs facteurs. Mais les plus importants, le plus important, c'est le facteur psychologique. Psychologique, parce que la ménagère, quand il voit sa voisine aller sur le marché et apporter les victuailles, de très nombreuses victuailles, donc ils se sentent lésés. Bon, il va faire de même chose. Il a fait ce qu'on appelle l'effet de groupe. Ça, c'est très important. Et dans cet effet de groupe, il y a une demande qui augmente. Et lorsque la demande augmente, l'offre diminue et par conséquent, le prix flambe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que certains commerçants, ils profitent donc du mois de Ramadan pour vendre leurs produits à des prix très forts. Parce que la loi le permet. Et on ne contrôle pas la loi le permet. La loi le permet. Et la liberté des prix, personne ne peut intervenir à fixer un prix d'un produit sauf le produit subventionné, parce que la loi donne au marchand de vendre avec le prix qu'il veut, avec une seule condition, c'est de l'afficher. Et ça, c'est une loi qui a été importée
et qui ne s'adaptent pas aux conditions Bien marocaines. sûr. Alors, cette liberté des prix doit s'accompagner de l'existence d'un conseil de la concurrence. De la concurrence. Malheureusement, le conseil Qui est de la gelé, donc gelé Il est en depuis 3 ans. stand-by depuis Qui est plusieurs gelé années. depuis Voilà. 4 ans. Et Oui. pourquoi il est en stand-by? Parce que les lobbies ne veulent pas que cette institution fasse De quel son lobby travail. parlez-vous Les lobbies économiques, hein, ça Je c'est veux sûr. dire, Nous, de quel produit exactement? beaucoup de produits. Le dernier dont on parle, c'est les carburants. Il est illogique que dans le monde entier, les prix chutent donc, du pétrole, alors que chez nous, les prix augmentent. C'est une contradiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Certainement, il y a quelque chose qui ne va S'il y pas. avait le conseil de la On concurrence. parle certainement de la même chose chaque année surtout, et qui affecte notre balance commerciale. Vous en parliez au début, nous important beaucoup. C'est-à-dire que même ces produits qui sont vendus plus cher sont importés à un prix. Je parle par exemple, je prends les œufs par exemple. Ils sont importés limite au même prix que celui qui est affiché par le producteur, mais sont vendus à des prix exorbitants, si ce n'est le double du prix de revient, quoi. Et il y a un autre phénomène qui s'ajoute à ça, c'est qu'à un moment donné, je parle de l'année dernière, quand le gouvernement a pris la décision d'importer davantage d'œufs, il a paradoxalement baissé aussi le prix de la taxe douanière, qui a fortement baissé. Ce qui fait qu'on a finalement importé plus, mais on a reçu moins de recettes douanières du fait des opérations réalisées. Ce qui s'est passé avec les lentilles, la même chose. Dès qu'on a remis la taxe douanière, le prix des lentilles il a flambé. Ouais, parce qu'il y a quelque chose dans le mécanisme chez nous. C'est pour ça qu'on demande un ministère de la consommation, parce que il y a tellement d'intervenants qu'il y a un broglio de la consommation nationale. Et ça ne peut pas durer. Aujourd'hui, cette question des prix, à l'inverse de la qualité où on a quand même des entités qui s'en occupent, donc les pouvoirs publics sont quand même sensibles à ça. Pour les prix, c'est l'anarchie totale. Voilà. Pourtant, on dit, bien avant le début du mois, il y a toujours cette déclaration du ministère des Affaires générales qui rassure le consommateur que le marché est assez approvisionné en produits de première nécessité, en l'occurrence le lait, les œufs, les tomates, enfin tous ces produits qu'on en consomme beaucoup. Alors on rassure, mais en même temps, les prix flambent. Madame, Donc, le disque, il est usé. Parce qu'actuellement, avec le gouvernement de monsieur le docteur Lathmani, on parle encore du contrôle des prix. Et quand j'entends ça, officiellement, qu'un ministre parle du contrôle des prix, franchement, ça m'énerve. Parce qu'il y a une loi qui, depuis 1992, qui est appliquée depuis 2002, et malheureusement, on continue à parler de contrôle des prix. On n'a pas le droit de contrôler les prix au Maroc. Ce qu'on contrôle, c'est l'affichage des prix et la salubrité des produits. Et on a une anarchie parce qu'on n'a plus d'instances qui s'occupent de la distribution. On ne respecte pas assez le consommateur, vous croyez? Vous pensez qu'on a assez de valorisation pour le consommateur finalement? Il n'y a pas de volonté politique pour la défense consommateur. La preuve, le discours, les recommandations du chef du gouvernement l'année dernière, il n'a pas parlé ni du pouvoir d'achat, ni du coût, ni du consommateur. Alors, on va totalement ignorer. Malheureusement, c'est la réalité et on le dit. Alors justement, cette loi de la protection, elle en est où? La loi sur la protection du consommateur, maintenant, elle est en révision parce qu'elle a été... jusqu'à présent, il y a eu un seul cas en justice, c'était à Meknes d'appliquer. Mais c'est une affaire entre la banque et un consommateur. Un cas sur un cas. Un cas sur combien? Il n'y a rien. Il y a eu un cas qui a été, par lequel la loi 3108 a été appliquée. Un seul. C'est malheureux parce que... Il y a eu des poursuites judiciaires, il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Il y a même, malheureusement, certains avocats, certains juges, ils ignorent la loi 3108. Oui, je le dis. Je le dis parce que c'est une loi qui a été... Pour un avocat, on peut comprendre, mais pour un juge... Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a eu deux lois de même niveau. La loi sur la circulation et la loi 3108. Sur la circulation, il y a eu l'espace médiatique. Tout le temps, on voyait les articles, l'application, on sensibilisait le citoyen sur cette loi et son application. Alors que la loi de consommateur, elle était franchement orpheline et personne ne pouvait, c'est vrai, orpheline parce que personne ne pouvait financer le passage médiatique.
alors que l'autre, ils ont donc l'association qui s'occupe donc de prévention de la circulation, qui a un budget, qui est alloué, et il y a tant de trucs pour pouvoir répondre. Et on s'est trouvé, nous, en tant que défenseurs de consommateurs, tout le monde nous parle des lois qui existent, malheureusement, il n'est pas appliqué ni applicable, et en plus, c'est le pire. Et ça fait 10 ans maintenant, nous sommes en 2017. Et en 2008, Sa Majesté, il avait parlé donc pour que l'ancien gouvernement fasse que le Maroc ait sa charte de consommateur, Mudawwanat al-Mustahlik. Et on l'attend toujours. On l'attend toujours. Personne n'en parle. Parce qu'après le discours royal, le gouvernement s'est précipité pour faire revivre donc, le projet de la loi 280000 qui s'est transformé en loi 3108, qui a fait, tenez-vous bien, la loi sur la protection des consommateurs, cette fameuse loi qui est maintenant inapplicable. Il a fait 11 ans dans les dédales du secrétariat général du gouvernement. C'est suite au discours royal en 2008, il a fait 3 ans au niveau de la première chambre du Parlement. 3 ans. Il a fait 3 mois au niveau de la deuxième chambre. Enfin, elle a bientôt la maturité, hein, ce texte de loi. Maintenant, on est en train de la changer parce qu'il fallait qu'il y ait la coopération. Réadaptation. La coopération européenne, tenez-vous bien, madame, la coopération européenne pour dire que cette loi n'est pas applicable et il faut la changer. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Et nous, en tant que défenseurs de consommateurs, personne ne nous écoute. Vous êtes là et on vous écoute et on vous regarde. Merci beaucoup. Et ça, on remercie toujours des 1TV pour cette ouverture. Merci. Bien qu'il y a des handicaps, mais ça, ce n'est pas un problème. Le fait qu'on est là, nous vous souhaitons d'abord Ramadan Mbarak à vous beaucoup. Et aux téléspectateurs de Midi 1TV. Merci. Et sur ces vœux de M. Khrati, cette discussion touche à sa fin. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Écho. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. Très bonne semaine à tous.